Je m'appelle Guillaume Lambert, j'ai bientôt 40 ans, je suis né en 1985. J'ai deux enfants, une fille et un garçon, une fille de 7 ans et un garçon de 1 an et demi bientôt. Et je vis avec une femme qui me fait rêver depuis bientôt 20 ans. Je suis ferronnier d'art, je travaille les métaux, toutes sortes de métaux, de toutes sortes de façons différentes, et c'est exponentiel puisque c'est une passion. Et c'est une passion partagée avec beaucoup de gens depuis septembre 2000. J'ai commencé chez les Compagnons du Devoir en apprentissage. J'ai quitté l'école après la troisième et je suis toujours très fier de dire que la première fois que j'ai mis les pieds dans un lycée, c'est pour y enseigner. Faire un petit tour de l'atelier, ouais. Ouais, bien sûr. Ça, c'est une lame qui a été déterrée par quelqu'un qui utilisait un détecteur de métaux. Et je trouvais ça assez rigolo de la garder pour qu'on voit comment le fer est texturé, comment le fer est vraiment. On oublie toujours que c'est un minéral. Donc grâce à ça, on s'en souvient. On voit que c'est minéral, que la structure est cristalline. Il faut comprendre que l'acier, quand vous le regardez, il est comme ça, en surface. C'est vraiment une structure cristalline. Ça, c'est une grille, donc une grille à trous renflés. Elle comprend tous les assemblages traditionnels en ferronnerie de style française. Donc il y a différents assemblages, je ne peux pas tous vous les nommer, ça prendra un peu de temps. Il y a des systèmes de clavettes, il y a des congés qui sont à tenon, c'est-à-dire qui traversent la pièce et qui sont matés derrière. Tout ça doit être parfaitement d'équerre pour que le cadre se tienne et soit bien d'équerre. Voilà, il y a différentes techniques. Il y en a qui sont, par exemple, un peu cachées. Ça, c'est ce qu'on appelle un assemblage à tenon, tiré. Donc en fait, il y a des trous qui sont en face, mais légèrement décalés, de façon à ce que quand on rentre des goupilles tronconiques, les deux pièces se resserrent et ça reste démontable. Et jusqu'au 18e, on montait beaucoup de choses comme ça. Voilà, après, il y a beaucoup d'exigences dans cette grille-là, qui comprend tous les assemblages traditionnels, voilà, dont on est encore capable aujourd'hui, mais qui coûtent bien sûr beaucoup plus cher qu'un assemblage soudé qui est arrivé un peu plus tard. Bah, vous voyez un atelier dans son ensemble déjà. Là, par exemple, en plein milieu, il y a un escalier. Alors ça, on est plus dans la métallerie, je dirais même la grosse métallerie, voire de la charpente métallique. Mais ça a une exigence assez pointue aussi. Si on décide d'être vraiment précis, on peut obtenir des résultats. On pourrait même quasiment assembler ce genre d'escalier sans soudure. Si vraiment on en avait la volonté et le besoin ou envie d'y mettre un petit peu d'argent pour faire quelque chose d'extraordinaire, on pourrait fabriquer des escaliers sans soudure. On l'a eu fait, bien avant que la soudure existe. Bah venez, c'est par ici que ça se passe. Là, par exemple, je peux pas faire autrement que vous présenter cette machine, parce que c'est hérité du passé. Le mât de cette perceuse à colonne-là, qui permet en fait de monter ou descendre l'étau, est un canon, un ancien canon. On ne sait pas s'il est français ou allemand, mais c'est un ancien canon. Un vieux poste à souder, qui était fabriqué en France également. Et ça, c'est important. Il fonctionne toujours. Et je pense il doit être des années 80. Il y a tout un lot de choses qui traînent toujours sur les établis. Voilà, mais là vous voyez de quoi souder. Donc des masques pour se protéger, du gaz pour protéger les soudures. Là c'est une petite machine, on dirait pas, mais c'est la plus importante de l'atelier quasiment. C'est une machine qui permet de décupler la force. Une machine comme ça permet de couder, c'est-à-dire de plier en fait des profilés laminés, des fers plats par exemple, avec très peu de force, parce qu'il y a un bras de levier énorme et on peut plier la matière. Puis après, il y a différents outils, notamment pour la forge par exemple. Donc ouais, là je peux vous montrer, il y a une enclume qui est un peu encombrée là, mais qui fait 300 kg. Il faut imaginer le fer, quand on le travaille à chaud, comme une pâte à modeler. C'est vraiment ça, c'est du modelage. Et on utilise ou on fabrique certains outils pour faire certains modelages très précis, parce que la matière est quand même assez dure. Et c'est d'ailleurs avec de la pâte à modeler un petit peu dure que je fabrique en fait des petites pièces pour expliquer aux clients ou pour montrer ou pour moi-même me rendre compte de ce que ça va donner. C'est-à-dire si on pouvait s'immerger tous les vendredis après-midi pour aller voir comment un tel ou une telle fait son boulot, voilà. Mais moi je le propose ça de temps en temps. Pas avec n'importe qui, il faut que ce soit dans les conditions de sécurité, etc. Puis ensuite c'est juste de l'observation.
mais c'est fun. Et ça permet vraiment aux gens de se rendre compte. Je voulais comprendre. Je voulais comprendre, je voulais essayer. Ça m'a toujours attiré parce que j'aime les gens déjà. On est tous faits pour bien s'entendre à condition de se comprendre. Donc j'avais envie de comprendre voilà, comment est-ce qu'on pouvait euh, apprendre aux autres ce qu'on a reçu. J'ai toujours trouvé très noble la mission de transmettre à condition qu'on le fasse avec une certaine humilité, en se disant que ce savoir-là, on l'a acquis gratuitement. Gratuitement, je veux dire, c'est des échanges entre humains, c'est ce qu'on pourrait appeler l'intelligence collective. Une formation, c'est plonger dans un univers avec des gens passionnés, passionnants, et qui vous transmettent de façon purement généreuse et gratuite pour que le métier continue d'être exercé de la plus belle des façons, avec passion. Il est très compliqué d'enseigner actuellement dans un lycée professionnel un métier pour une raison hyper simple, c'est le recrutement. Est-ce qu'ils arrivent parce qu'ils ont vraiment envie? Est-ce qu'ils arrivent parce qu'un algorithme a aidé à les mettre là où éventuellement il y avait un peu de place pour eux? La question se pose vraiment, la réponse n'est pas évidente. La première année, ma première année en tant qu'enseignant, sur 13 personnes, j'en ai une qui a eu des problèmes de santé, qui a dû abandonner, et sur les 12, encore aujourd'hui, donc c'était en 2014, j'en ai 11 qui sont restés dans le métier. Y compris à des postes incroyables. J'en ai un qui bosse en Angleterre, l'autre qui est devenu scaphandrier. Il soude sous l'eau, dans des conditions hyperbares. J'en ai un qui soude des coques de bateau de 50 mm d'épaisseur. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai ouvert ma petite entreprise. Je n'ai toujours pas réussi à me faire de salaire. Mais je n'ai jamais aussi bien vécu de toute ma vie. Financièrement, je paye mes fournisseurs, je paye mes cotisations sociales, je paye mon loyer, je paye mon carburant, parce que c'est malgré tout nécessaire, même si je limite au maximum, et ça me suffit amplement pour l'instant. C'est très compliqué parce qu'effectivement, il y a toutes les dépenses d'une petite famille de 4 personnes. Donc heureusement qu'effectivement j'ai une compagne qui gagne un petit peu sa vie, sans être dans des considérations folles. Je veux dire, elle gagne modérément sa vie, mais suffisamment pour nous permettre de ne pas mourir de faim et de payer notre loyer de maison. La plus grande difficulté, c'est d'apprendre à gérer une entreprise. Je dirais qu'en fait, on a tous une façon très très propre de fonctionner. Globalement, on ne va pas anticiper les choses, on ne va pas les construire de la même façon. C'est pour ça que donner des conseils généralistes à quelqu'un qui veut créer une entreprise, c'est compliqué. Vous expliquer que dès le départ, que créer une entreprise, c'est quelques obligations majeures, quel que soit le statut, quelle que soit la construction de votre entreprise. Est-ce que vous êtes au statut microsocial simplifié? Est-ce que vous êtes au réel? Est-ce que vous vous occupez de la TVA? Est-ce que vous ne vous en occupez pas? Comment fonctionne la TVA? Est-ce que quelqu'un vous explique par exemple que la TVA, c'est quelque chose qui passe à travers vous? Non. Donc pourquoi pas, quand vous êtes jeune entrepreneur, vous obliger à prendre une semaine où on va vous immerger dans le cœur de l'action, c'est-à-dire qu'on vous explique exactement par les faits, c'est-à-dire voilà, vous passez une semaine avec quelqu'un qui a fait ça ou qui le fait encore, mais qui a fait ça, qui connaît par cœur toutes ces petites subtilités pour vous expliquer et pour vous montrer réellement comment on fait, comment ça fonctionne. Donc, le problème majeur de vivre dans la ruralité, c'est le transport qui n'est pas adapté, qui n'est plus adapté par rapport à ce que moi j'ai connu des trains qu'on pouvait prendre à la première gare du premier village du coin. Il y a des super trucs qui se font, c'est-à-dire on peut utiliser les voies ferrées pour faire des balades, c'est-à-dire traverser 5 villages en vélorail. C'est super sympa. Mais c'est ludique, c'est à but touristique, c'est pas vraiment fonctionnel dans le sens de faciliter la vie des gens. Réapproprions-nous
ce qui nous appartient, c'est-à-dire les voies ferrées, qui nous restent en tout cas, utilisons-les à bon escient. Il faudrait cartographier ces choses-là, cartographier, ingénierer et fabriquer des nouveaux moyens de transport pour que les gens puissent circuler de façon la plus libre possible, parce qu'on en est là aujourd'hui. Il faut arrêter de rentabiliser les choses, il faut les rendre accessibles pour que tout le monde puisse en profiter. Et la mobilité d'ailleurs, pour moi, c'est un des points sur lesquels on n'est pas du tout au point aujourd'hui, alors qu'on pourrait vraiment, vraiment l'être beaucoup plus de par les technologies qu'on utilise. Il existe et il faut les promouvoir, ça je le dis et je le revendique et je participe. Et je participerai à la construction et à l'évolution des mobilités légères ou mobilités légères plus, comme des petits véhicules de 2 places à assistance électrique. Mais il y a pléthore de choses à inventer pour rendre exponentielle la mobilité, aujourd'hui la mobilité électrique, qui est utilisée de façon un peu fun avec des vélos sympas, etc. Mais je pense qu'on peut vraiment fabriquer des petits véhicules. Il y a des associations superbes qu'il faut soutenir, des petits artisans comme moi qui peuvent contribuer en fabriquant des châssis, en imaginant ou en matérialisant les idées de personnes qui auraient conçu des choses incroyables. Et ça, c'est à réinventer. Mais seul, on fait rien, seul dans son coin. C'est une volonté potentiellement européenne. En fait, c'est une volonté nationale. Ça devrait être une volonté nationale, mais aujourd'hui, notre volonté nationale, elle passe après la volonté européenne, clairement. Quelque chose qui me préoccupe beaucoup, oui, c'est par exemple la grande précarité des gens. On peut décider de vivre sobrement, c'est-à-dire vraiment, vraiment se passer d'un certain nombre de choses qui sont pour moi du superflu. On peut apprendre à vivre de façon très, comment dire, très libre, très immatérielle. Ça devient de plus en plus compliqué, malgré tout, parce que les tentations sont partout. Et c'est plus vraiment dans l'air du temps. Mais ce qui me préoccupe, en fait, c'est que la technologie et tous les moyens de communication nous éloignent les uns des autres. Ça, c'est un fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai constaté. Les moyens de communication n'ont jamais été aussi performants et les gens n'ont jamais été aussi loin les uns des autres. Il y a une préoccupation que j'ai, il y a un énorme manque de tolérance entre les gens. Il y a toujours une bonne raison pour se fâcher avec quelqu'un. Toujours. C'est de pire en pire. Quand vous avez décidé de ne pas subir, il vous faut soit avoir un mental de guerrier d'un autre temps, ou de guerrière, vraiment, soit vous avez une opportunité chaque jour de vous prendre la tête avec quelqu'un. Je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais ça ne fait qu'empirer. Ça ne fait qu'empirer. Les gens se tolèrent de moins en moins. Voilà. Ça, c'est une vraie préoccupation, un truc qui m'inquiète. Donc c'est un danger. La bêtise et le manque d'éducation est un grand danger. Et on va tout droit vers une société qui sera de moins en moins capable de faire la part des choses et de réfléchir avec un peu de hauteur, un peu de distance sur les choses. Ça, c'est une préoccupation majeure pour moi. J'ai pas entendu de discours politique qui m'ait rendu fier d'être ce que je suis et de représenter ce que je représente. Je ne représente pas le peuple français à moi tout seul, mais j'estime aimer suffisamment mon pays pour représenter une partie des gens comme moi. Et je ne retrouve, pour ainsi dire, presque jamais ça. Je ne retrouve pas l'esprit de ce qu'on a connu, de ce que j'ai connu depuis ma tendre enfance et que je n'ai jamais quitté parce que j'ai toujours cherché ça, cette fraternité absolue entre les gens. Passer des moments en toute simplicité, que ce soit pour danser ou pour faire de la musique ou pour simplement partager un repas.
Voilà, sortir une table dans la rue et faire la fête entre voisins. Est-ce qu'il y a beaucoup de voisins encore aujourd'hui qui ont envie de faire ça avec vous? Alors que c'était quelque chose de presque normal dans les années 90-2000. On a perdu ça, nous, les Français, les rois de ce genre de convivialité. Aujourd'hui, est-ce que dans un discours, dans, dans un message, est-ce que vous entendez encore ça? Moi, non. Donc, je n'ai pas de représentant. Moi, j'ai pas quelqu'un de profondément humaniste en face de moi. Et je ne voterai que pour une personne qui aura cette humanité profonde et ce vrai discours humaniste qui se veut pas qu'un discours qui n'est pas là juste pour faire plaisir ou pour se faire élire, mais quelque chose de profond, de quelqu'un qui a un minimum de bonté, de bon sens et qui sait ce que c'est que de travailler dur. J'ai besoin de quelqu'un d'authentique en face de moi. Sinon, ça marche pas. S'engager en politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un document, le signer, être responsable légalement. Quand vous signez pour créer une entreprise, vous vous mettez dans une situation très compliquée. Si vous perdez parce que vous faites les choses mal, vous perdez vraiment. Vous ne retombez pas dans un paradis doré quelque part, au chaud dans une entreprise où vous avez déjà un peu les copains. Non, vous vous mouillez vraiment, vous prenez des décisions qui impactent directement votre vie, et concrètement, si ça ne fonctionne pas, c'est de votre responsabilité, et pénalement, vous êtes responsable, et légalement, vous êtes tenu de faire certaines choses. Je veux la même chose pour les politiques. Les gens qui nous gouvernent doivent répondre de leurs actes, ce qui est tout à fait normal, et je m'engagerai avec quelqu'un quand cette personne s'engagera à respecter ça, sans problème. Et je ne pense pas que les personnes qui s'engageront comme ça seront nombreuses. Parce que c'est facile, prendre une décision et ne pas l'assumer, tout le monde sait faire. Mais dans la vraie vie, ça ne marche pas. Donc, voilà, je m'engagerai quand vous vous engagerez, tout simplement. Aujourd'hui, ma petite entreprise connaît la crise et je ne pense pas que Madame van der Leyen ait décidé de m'aider l'année prochaine. Elle a sûrement d'autres projets. Donc, il faut que quelqu'un nous représente et dise eux là, faudrait pas les oublier parce qu'ils sont un petit peu embêtés là. Je crois que Coluche avait bien résumé la situation de façon un peu grossière, mais il avait bien résumé. Ça commence à sentir un peu en bas. Alors déjà, je suis bourguignon à l'origine et fier de l'être, très fier. Mais je suis aussi fier d'avoir été adopté dans la région occitane parce que y a beaucoup de valeurs aussi. Ce que j'aime dans cette région, c'est déjà j'aime les gens. J'aime les gens, leur franc-parler, leur façon d'être sympathiques, conviviaux, un peu fêtards et pas dénués de sens. Quand vous écoutez un vrai Provençal, vous écoutez la voix du peuple parce que c'est des gens qui savent vous dire ce qu'ils ont vraiment sur le cœur. J'apprécie aussi l'histoire de cette région. J'aime beaucoup la vieille pierre, j'aime beaucoup me faire forger forcément, donc j'aime bien découvrir et démystifier des choses. Lire une grille de 300 ans d'âge, c'est aussi se renseigner vraiment sur l'endroit où vous avez mis les pieds. Ça paraît un peu fou comme ça, mais quand vous décortiquez un ouvrage, vous percez quelques mystères. Ça, c'est génial. Donc ici, j'y ai trouvé aussi ça. Il y a un territoire naturel qui est très très vaste. Je veux dire, ici, vous avez l'Ardèche, les Cévennes, vous avez la Lozère, vous avez le Haut-Gard qui est au-dessus de la région de Montpellier, tout l'Hérault, le nord de l'Hérault. Vous avez l'Hérault, vous avez toutes les plages, vous avez le bord de mer jusqu'à la Camargue, vous avez toute la Camargue qui est une réserve naturelle absolument sublime. Un peu plus à l'est, vous avez quasiment le départ des Préalpes du Sud. Et puis nord-est, vous avez des territoires un petit peu plus arides. Vous avez la Drôme provençale, la Provence comme on l'a connue dans les romans de Pagnol, par exemple. Voilà. Et puis quand vous avez déjà fait ce tour-là, à 360 degrés, vous avez une chance immense parce que vous avez que des merveilles autour de chez vous.
Donc ouais, j'adore ma région forcément parce qu'elle est belle, quoi.